Alors, je propose que Christelle revienne aussi sur l'estrade. Donc, on va se dire qu'on a un gros quart d'heure, 20 minutes de questions. Donc, soit à Christelle Declercq, Éléonore Pisa ou moi-même. Je ne sais pas si... Apparemment, il y a des micros qui circulent. Donc, est-ce que vous auriez des questions? Question pour la personne qui vient de parler, là, Léonore. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans d'un trouble de l'attention. Ma question, vous avez dit professionnel expérimenté pour les bilans et les diagnostics. Moi, ça me pose une question, parce que moi, ça a été un parcours de 20 ans pour obtenir enfin un diagnostic d'un psychiatre. Premièrement, comment moi, qui ai des difficultés dans la vie quotidienne, je peux m'assurer qu'un professionnel soit expérimenté ou pas? Auprès de qui? Quelles questions concrètes je vais poser? Comment avoir des professionnels expérimentés? Si vous ne recommandez pas d'aller voir des professionnels expérimentés, comment ils font pour devenir expérimentés s'ils ne sont pas dignes de confiance, n'étant pas expérimentés? Alors là, j'ai envie de dire, Google et Doctolib sont vos amis. Moi, c'est vrai que souvent, quand on me demande est-ce que vous connaissez un médecin, un psychiatre, etc., spécialisé, bon, moi, je viens de l'Aube, on est un territoire où on n'a pas beaucoup de professionnels formés spécifiquement à ces problématiques-là. Donc souvent, sur Doctolib, il y a les CV. Et moi, je vais aller voir les diplômes. Effectivement, je vais aller voir s'il y a un DU, s'il y a un DU TND. Bon, c'est déjà un bon signe, quoi. Donc, je vais aller observer ces choses-là. Et après, sur Google, on peut aussi aller rechercher, voir s'il y a des professionnels formés. Il y a beaucoup de téléconsultations qui sont possibles. Donc, j'invite parfois à aller solliciter des professionnels peut-être qui sont sur Paris via la téléconsultation ou peut-être de faire au moins un déplacement pour pouvoir les rencontrer et puis après réaliser les bilans à distance. Je sais qu'il y a pas mal de psychiatres qui fonctionnent comme ça, soit par téléconsultation et puis après ils orientent vers les professionnels en extérieur en disant j'ai besoin de tel ou tel bilan et ça peut être une solution. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à aller explorer. Effectivement, de plus en plus, les CV des personnes sont accessibles et ça, c'est chouette. D'aller voir, travailler tant d'années dans le service de je sais pas quoi. Là aussi, ça me dit, c'est plutôt bien, quoi. Alors, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que, quand c'est un truc, on a quelque chose et que ça ne s'arrange pas, je trouve normal d'aller voir quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vraiment un réflexe qu'on devrait voir. Si vous avez l'appendicite, c'est pas la peine de faire le tour de la Terre. Si on a une angine, on a une angine. Mais on a un trouble psychique, ça ne s'arrange pas. On est en droit de se dire, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été perçu. Ça ne veut pas forcément être un jugement sur le professionnel. Donc moi, c'est ce que je conseille toujours aux familles, quand c'est un peu compliqué, aller demander un autre avis. Et une deuxième façon aussi de se rendre compte sur la pertinence des professionnels, c'est d'aller regarder, et maintenant qu'on a Internet, c'est plus facile, c'est d'aller qui publie sur ce sujet et d'aller chercher quelles sont les dernières publications sur le sujet, quels sont les personnes, les auteurs, et dire tiens, à Strasbourg, il y a un professeur qui est spécialisé dans le TDAH adulte, ce qui est vrai. Tiens, à tel endroit, il y a un tel qui est voilà, cherchez dans les publications et après, vous demandez une consultation auprès de cette personne. Ça durera peut-être 1 an ou 2 ans, il y a une liste d'attente, mais enfin, c'est pas forcément grave. Des fois, il n'y a pas de liste d'attente d'ailleurs, moins. Et après, il pourra diriger le professionnel local, quoi. Mais pour moi, on ne doit pas dire... l'idéal, c'est de dire, ça ne marche pas, je vais chercher ailleurs. Ou alors, il faut que le professionnel vous explique pourquoi ça ne marche pas, quoi. Mais voilà. Je voudrais compléter la réponse. En fait, il y a différentes possibilités pour se renseigner parce que il est possible que le professeur à Strasbourg ne réponde pas facilement s'il est submergé de mails. Par exemple... vous pouvez vous adresser au centre de référence des troubles des apprentissages qui peuvent donner des indications de professionnels, au centre de ressources autisme qui de plus en plus sont orientés TND, puisque comme Éléonore l'a dit, dès lors qu'on fait du diagnostic de TSA, on se pose la question du diagnostic différentiel, donc du TND, et les CRA les centres de ressources autisme, sont de 3e ligne et vont souvent appréhender les cas complexes. Et donc assez souvent, ils connaissent les professionnels. Et puis, vous pouvez regarder la formation. Il y a certains indices, alors ça, c'est plutôt côté psychiatrie, adulte, les personnes qui sont... formées en TCC, thérapie cognitive et comportementale, sont généralement compétentes, généralement.
Et donc, c'est indiqué dans leur formation, éventuellement en DU ou en master. Si vous regardez master, donc pour ce qui est des psychologues, par exemple, les psychologues spécialisés en neuropsychologie sont formés. Les psychologues du développement, enfin, vous pouvez regarder aussi la formation de master qui est proposée. Et donc, imaginez que un psychologue indique qu'il a été formé à Reims, par exemple, et vous allez regarder le programme du master et ça vous donne une indication de ce qu'a fait la personne. Mais c'est vrai que croiser les indices, c'est important. On n'a pas d'ordre des psychologues et on sait qu'il y a un peu de tout et qu'il est difficile de tomber sur une personne spécialisée. Cela étant, il y a un code de déontologie des psychologues et logiquement, une personne qui n'est pas compétente en la matière devrait vous dire qu'elle ne peut pas vous suivre. Et je compléterai aussi avec les associations qui peuvent, avec les retours d'expérience, généralement, elles se constituent un répertoire plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonjour, je suis la maman d'un enfant, on va dire neuroatypique. Moi, j'avais une question par rapport à l'état psychologique et psychique de l'enfant. C'est-à-dire que, est-ce que son état psychique peut atténuer ou intensifier ses troubles ? Et inversement aussi, est-ce que la non-reconnaissance des troubles peut amener à une dépression ou des choses comme ça sur l'enfant ? Puisque s'il est en dépression, ça peut intensifier les symptômes du trouble. Ah oui. Alors là, oui. Là, c'est tout à fait vrai. Partout, je fais des consultations pour les gens qui viennent pour savoir s'ils sont autistes ou pour d'autres choses. La plupart du temps, il y a un psychotraumatisme en plus. Parce que c'est des gens qui sont victimes de harcèlement, qui sont victimes de maltraitance. C'est très bizarre, un petit peu. C'est un peu étrange, des fois, l'autisme, et ça déroute les professionnels ou d'autres gens en face, et les autres enfants, et ils sont souvent maltraitants. Donc, c'est absolument pas rare qu'on ait quelqu'un qui se présente, enfant ou adulte, et qui nous montre une symptomatologie. Par exemple, les TDAH aussi. On a quelqu'un qui est dans la pièce, et souvent, il faut qu'on arrive à calmer le jeu, et c'est qu'au deuxième rendez-vous qu'on s'aperçoit, oui, mais dans le fond, il y a une dyslexie derrière, oui, mais dans le fond, il y a des petits troubles TSA derrière. Vous voyez, oui, l'état de la personne au niveau psycho-affectif peut faire écran, quoi. Et je compléterais, c'est vrai que sur la consultation, on a souvent des adolescents qui arrivent tardivement et c'est souvent un âge clé où justement il y a un mal-être important qui arrive parce qu'à l'adolescence, le boulot d'un adolescent c'est d'être en relation avec les autres et quand on a un TSA, c'est pas simple. Et là au niveau de l'état affectif, effectivement souvent c'est des jeunes qui sont pas bien et les symptômes du TSA deviennent plus visibles à ce moment-là parce que du coup il y a un défaut d'adaptation qui est plus important et qui alerte alors que jusque-là ils fonctionnaient plutôt bien, ils avaient des bons résultats scolaires, etc. Et ça passait un peu inaperçu. Et à ce moment-là, effectivement, les symptômes peuvent s'accentuer. Je complète aussi. Il est reconnu dans la littérature que les conséquences des troubles neurodéveloppementaux, particulièrement non accompagnés ou non accompagnés avec des méthodes efficaces, sont des troubles psychopathologiques, troubles anxieux ou épisodes dépressifs et ainsi de suite, troubles de l'humeur, difficulté à gérer les émotions, troubles des conduites. C'est identifié. Mohamed, donc je suis président et directeur de... Donc on gère des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. La question elle est un petit peu simple mais aussi technique. Donc je parle de la dissociation. Est-ce que la dissociation peut réveiller ou révéler des troubles au terme de l'autisme ou au terme de différentes pathologies que vous avez citées? Alors, vous entendez la dissociation psychique dans le cas essentiellement d'enfants qui ont un vécu plutôt traumatisant ou autre. Donc, la dissociation, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est quand quelqu'un a un vécu traumatique, alors pour différentes raisons psychotraumatiques, il va emmagasiner ce qu'il a vécu. Et le psychotraumatisme, c'est ça, c'est-à-dire un événement qui était du passé et encore dans le présent
et va arriver, alors avec des réminiscences notamment, avec, bon, je suis une meurtrice, et va reprojeter, va être présent au moment d'un événement qu'il vit actuellement. Je vous donne un exemple très simple, qui n'est pas franchement un psychotraumatisme, mais qui peut vous donner. Je me rappelle une consultation, j'étais avec une enfant qui était TDAH, et la maman, et elle me dit, et je ne peux lui faire aucune réflexion, si je lui dis quelque chose, elle se met dans un état pas possible. Et la jeune fille que j'avais à côté de moi, oui, ben c'est ça, t'es comme la maîtresse, ben tu vois, la maîtresse, elle me parle comme ça. Vous voyez, au moment où la maman parle, elle voit la maîtresse et elle a un psychotraumatisme. Et quand ça devient trop fort, il y a le mécanisme dit de dissociation. C'est un moment, il disjoncte. Et alors, à ce moment-là, il peut y avoir un gros trouble du comportement. Et surtout, la caractéristique, c'est qu'ils n'ont aucun souvenir. Et le problème, c'est que ça remplit encore la mémoire traumatique et que ça ne va pas s'arranger comme ça. Donc, il faut absolument qu'on le traite. Et votre question, c'était, est-ce qu'il peut y avoir un TSA ou autre chose à côté? Ah bah, ça peut se rajouter, tout à fait. Et c'est possible que les troubles du comportement, de type psychotraumatique, c'est ce que je vous disais, cachent dans un premier temps. C'est pour ça que je trouve que c'est important, dans un premier rendez-vous, de se dire, bah tiens, je me rends compte qu'il y a un psychotraumatisme qui prend vraiment le devant de la scène, mais je suis incapable de vous dire si derrière il y a autre chose. Je le verrai quand ça, ce sera déjà un peu traité. Je verrai ce qui reste, quoi. Mais vous avez tout à fait raison, il faut chercher. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'on est TSA ou bien TDAH qu'on est plus fragile au psychotraumatisme, ça, je n'ai pas l'impression. Merci, donc je suis docteur qui s'intéresse au TND mais non psychiatre. Donc je profite que vous êtes 3 cliniciennes pour vous poser une question. Dans ma pratique clinique d'addictologue, ça fait un quart de siècle en fait, je suis venue au TND en grande partie parce que j'observais chez des adultes ou des adolescents, des gens pubères, des conduites addictives qui en fait venaient comme une mauvaise thérapie par-dessus des TND. Mais en fait, je voudrais savoir, parce que moi, c'était pas du tout dans ma pratique clinique, si vous observez notamment des pratiques dopantes chez des patients non pubères, en fait, chez des enfants. Cette tranche d'âge, je l'avais pas. Les pratiques d'addiction chez les plus petits, oui. C'est là où c'est compliqué. Parce que, est-ce que c'est une pratique d'addiction? Certains nous parlent de TOC, certains nous parlent de TIC. Là, j'en ai vu une en consultation à 3. C'est une jeune fille qui a 12-13 ans. Elle en était à un stade où il fallait... elle disait bonsoir le soir à ses parents. Elle disait une phrase, il fallait qu'il réponde telle phrase. Elle redisait telle phrase, il fallait qu'il réponde telle phrase. Sinon, elle était dans un état. Alors, elle était presque addicte à la réponse. C'est en fait ce côté répétitif, addictif. Je ne sais pas si c'est une addiction, mais j'ai l'impression que c'est un mode de réaction. On voit même des stéréotypies, des fois excessives. Alors, je ne sais pas si c'est une valeur d'addiction, mais c'est sûr qu'à 12-13 ans, ils ne sont pas alcooliques, ils ne sont pas drogués. Peut-être qu'ils sont beaucoup devant le téléphone ou des choses comme ça, quoi. Mais des troubles du comportement répétitifs, oui, ça existe. Donc, ma question est concernant les adultes qui sont détectés avec de TDAH. Comment ça peut changer la vie au moment de savoir qu'il y a un TDAH? Est-ce qu'il y a un traitement, pas un traitement, mais une manière, des techniques pour surpasser ou pour améliorer la qualité de vie de ces adultes? D'abord, dans tous les cas, le premier élément, c'est que de savoir, ça change la vie. Le diagnostic en lui-même, la personne qui se pose des questions, qui en arrive là parce qu'elle est en situation difficile, quel que soit l'âge, c'est assez impressionnant, mais au moment de savoir, ça change les choses. Et ensuite, les possibilités de remédiation, elles sont... Le diagnostic tardif commence juste à se mettre en place, en fait, avec à tous les niveaux, que ce soit TSA. Ce qui est le plus fréquent, il me semble, c'est le diagnostic tardif de TSA et de TDAH.
et ça commence juste à grimper. La problématique, la question du diagnostic à l'âge adulte est une vraie problématique en soi. Dans les services de psychiatrie, par exemple, avec des jeunes adultes qui sont en situation de décrochage, qui arrivent dans les services de psychiatrie, ou bien qui sont suivis en XAPA, par exemple, pour des questions d'usage de substances, qui sont suivis en psychiatrie pour différents troubles, et dont on découvre qu'en réalité, ce qui se passe est une résultante du TDAH, par exemple. Et donc, c'est compliqué de répondre de manière certaine. Maintenant, il y a des dispositifs de remédiation qui existent pour les enfants et qui sont testés particulièrement pour les enfants. Pour être très honnête avec vous, je ne sais pas si les dispositifs qui existent chez les enfants, type COMED ou autres, sont validés chez les adultes. Merci. Dans tous les cas, la psychoéducation, même auprès de la personne elle-même, de pouvoir lui expliquer c'est quoi le TDAH, qu'est-ce que ça signifie dans mon raisonnement, dans ma vie quotidienne, enfin, quelles sont les répercussions que ça peut avoir, aider la personne à mieux comprendre son fonctionnement et pouvoir réfléchir aussi aux choses qu'elle peut mettre en place pour compenser ses difficultés. À n'importe quel âge, c'est déjà une réponse qui est importante. Mais je rejoins Christelle sur le fait qu'effectivement, le diagnostic tardif chez les personnes, c'est un soulagement. C'est « Ah, mais toutes ces difficultés que je rencontre depuis la petite enfance, ça y est, je comprends. Et souvent, elles ont été dans des recherches, elles ont envisagé plein de choses, vu plein de professionnels, et de pouvoir mettre un nom et mieux se comprendre, ça permet aussi de trouver des solutions à mettre en place dans la vie quotidienne. Après, la question peut se poser en termes de TCC, de thérapie cognitive et comportementale, avec des dispositifs qui se mettent en place. En fait, du coup, plus que sous l'angle neuropsychologique, la question, elle est appréhendée plus en termes de psychothérapie, pour apprendre à vivre avec les symptômes. Mais dans ce cas-là, il se peut que la situation soit devenue complexe de par les conséquences d'un trouble non accompagné. Bonjour, moi je suis formatrice pour le logiciel Hermès. Je m'interroge quand même en me disant est-ce qu'il n'y aura pas un risque de généralisation au diagnostic des TND, c'est-à-dire, moi je connais beaucoup de gens qui me disent oui, alors moi maintenant j'ai un TDAH, moi maintenant j'ai une personnalité atypique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de se dire j'ai trouvé quelque chose alors que finalement c'est peut-être aussi un trait de personnalité et peut-être que comment on se concentre sur les choses, comment on écoute les gens, comment on les regarde quand ils s'adressent à nous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque aussi de... Il y a le DSM-5, il est associé à une conception dimensionnelle des troubles mentaux, avec l'idée qu'il y a une continuité entre ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas, avec des choses qui sont juste à la frontière. Par exemple, on va parler de schizotypie et non de schizophrénie, avec des fonctionnements alors qui sont spécifiques, qui présentent certaines caractéristiques proches de la schizophrénie, mais pas toutes, et qui ne sont pas forcément associées à une schizophrénie, donc pas forcément associées à une souffrance. Et à un moment, donc là, l'exemple que je donne sort des TND. Mais alors, dans ce cas-là, ce qui va faire la distinction, effectivement, c'est la souffrance. Et c'est le fait de se trouver en situation difficile à un moment donné, et il y a des facteurs de risque, des facteurs de protection, des prédispositions, des choses qui font qu'on bascule ou qu'on bascule pas. Mais un enfant qui aurait des difficultés attentionnelles, mais qui réussit à s'en sortir à l'école, qui n'a pas de problème, où est le problème ? Je parlais aussi surtout au niveau, les adultes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se font évaluer avec des tests et des tests et des tests, et le test pour le test, c'est quand même... C'est pour ça que c'est intéressant d'insister sur la notion clinique aussi. Mais ouais, c'est vrai, moi, ça me questionne. Il y a un marché du test, c'est ça. Ouais. En fait, l'évaluation des enfants et la recherche des troubles des apprentissages, elle s'est répandue très très largement après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Parce que avec l'identification de la nécessité de produire dans la société pour un être humain, le fait d'être productif, la question de la performance a été associée à la recherche pour les parents
d'une capacité, d'une possibilité d'augmenter la capacité de leurs enfants à réussir à l'école et à être plus performants. J'aime pas le mot performant, mais c'est vraiment celui-là qui est utilisé. Et les travaux sur les troubles des apprentissages viennent de là. Je vous recommande les travaux de Deborah Waber, qui est une psychologue américaine qui est responsable, ou qui était responsable de l'équivalent du centre de référence des troubles des apprentissages à l'hôpital de Chicago, et qui démontre dans l'approche développementale en adoptant une approche développementale des troubles des apprentissages, qui démontre qu'en fait le trouble des apprentissages existe dans une société qui fixe des choses à atteindre, un niveau à atteindre pour les enfants. Et ça vient de là à l'origine. C'est parce qu'il y a un programme scolaire qui décide ce que l'enfant doit savoir faire en fonction de son âge. C'est parce qu'il y a ça à l'origine qu'il y a un trouble des apprentissages. Enfin, en tout cas, que le diagnostic a été posé. Une dernière question. On connaît les CRA pour poser donc les diagnostics concernant les troubles du spectre autistique. D'autres organismes aussi, un peu départementaux, les EDA, etc., qui diagnostiquent l'autisme. Pour le diagnostic du TDAH, vers qui se tournons-nous? Surtout que vous nous dites que maintenant, le bilan neuropsy n'est pas forcément effectivement la panacée. Le problème du TDAH, à mon avis, de ce que je ressens quand je vois les gens, c'est que pour l'instant, c'est encore pas bien défini, les signes cliniques. Et c'est très compliqué. Alors, on nous dit qu'effectivement, un médecin peut dire qu'il est TDAH sans aucun examen complémentaire, mais il y a des tas de signes qu'on est en train... Est-ce qu'il y a des troubles sensoriels ou pas, dans le fond? Est-ce qu'il y a... Voilà, il y a beaucoup de... Je crois qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus et que c'est pas encore bien défini. Je ne sais pas s'il n'y aura pas après... plus de spécialistes. Les CRA sont en train d'évoluer pour devenir plus TND, troubles neurodéveloppementaux, et qui inclut de plus en plus l'évaluation pour les TDAH. Et il y a une filière parallèlement qui se met en place dans les services, l'équivalent des centres de référence des troubles des apprentissages, mais pour les TDAH, qui est en train de se structurer en ce moment.